Bien, on va pouvoir débuter. Bonjour. Alors, je suis Ludovic Rafali, je suis responsable de la médiation à l'École du Louvre et dans le cadre de la programmation du Festival Histoire de l'Art, on vous propose aujourd'hui une présentation thématique des métiers et plus spécifiquement donc les métiers de la médiation et notamment le numérique dans les pratiques de médiation des musées aujourd'hui avec des questions d'actualité qui vont être posées à nos trois intervenants que vous voyez devant vous, que je vais laisser se présenter. Vous avez donc de gauche à droite Jean-Baptiste Jamin qui nous vient de Narbonne, du musée de Narbovia, Romain Lambert de la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg et Karine Robert donc, qui est au service des publics du château de Fontainebleau. Je vais laisser chacun à leur tour se présenter et présenter brièvement leurs fonctions et leur établissement. Et on pourra ensuite débuter sur trois questions thématiques autour de ces questions du numérique au musée. Jean-Baptiste, alors on peut commencer avec toi. Bonjour, donc Jean-Baptiste Jamin, je suis chargé de médiation numérique au musée Narbovia, qui est un musée d'archéologie qui vient d'ouvrir ses portes le 19 mai pour la première fois, qui est situé à Narbonne et qui a comme propos le fait de présenter la ville de Narbo-Marsus, la première cité fondée par les Romains en dehors d'Italie. Bonjour, Roma Lambert. Donc, je dirige le service de la Villa du Temps Retrouvé, qui est donc un tout nouveau musée municipal en régie directe porté par la ville de Cabourg, qui s'appelle donc Villa du Temps Retrouvé parce que la figure de Marcel Proust tient une place particulière dans ses contenus. Mais le sujet, on va dire, phare de ce nouveau lieu qui a aussi ouvert ses portes le 19 mai dernier et comment est-ce que la belle époque, cette période donc de transition 19e-20e, a été vécue sur la côte fleurie et comment son patrimoine architectural s'en ressent encore aujourd'hui. Donc voilà à peu près les contenus de ce nouveau lieu. Merci. Bonjour, Karine Robert, je suis chef du service culturel au château de Fontainebleau, donc c'est pas très loin. Je m'occupe de la programmation culturelle événementielle, donc notamment la programmation culturelle du Festival de l'Histoire de l'Art, mais en fait la programmation annuelle, et aussi de la programmation des visites guidées. En fait, toute l'offre récurrente et événementielle qui est offerte au public, à tout public sauf scolaire. Très bien, merci pour cette présentation. Donc on va débuter, je vais vous laisser répondre peut-être au fur et à mesure, on fera ça sous forme de discussion et même dans le public, si vraiment vous avez des questions qui vous viennent lors des interventions, n'hésitez pas à les poser directement sans attendre la fin de cette table ronde. Donc la première chose là, pour débuter, qu'on vous propose, c'était de nous présenter les pratiques numériques que vous proposez chacune et chacun dans votre établissement, avec peut-être une actualité un peu plus chaude du côté du musée Narbovia, qui a ouvert donc le 19 mai dernier après donc plusieurs années de travaux et d'aménagement. Je crois que Jean-Baptiste, vous avez eu un programme assez riche du côté des installations numériques notamment. Oui, alors je crois que je suis quand même pas le seul à être sur une actualité brûlante puisque Roma vient également d'ouvrir son institution. Mais effectivement, en ce qui concerne Narbovia, j'avais préparé quelques visuels. Est-ce que je vais lancer sur l'ordinateur? Voilà. Donc, comme je l'ai dit rapidement, musée Narbovia est donc musée d'archéologie qui a ouvert ses portes à Narbonne. La première pierre avait été posée en 2015. C'est un projet qui est porté par la région et qui prend place dans qui vise le regroupement de collections antiques dans un bâtiment signé par Norman Foster et avec une scénographie d'Adrien Gardeur. Donc vous devriez voir des images si le PowerPoint veut bien passer. Le musée, le parcours permanent se déploie sur 2800 mètres carrés, dans lequel on compte près de 1500 œuvres et donc 13 dispositifs de médiation numérique qui sont répartis dans l'ensemble du parcours. J'aimerais bien que vous ayez le plan sous les yeux.
fonctionne pas, et ben on fera sans le plan. Bon, donc du coup, parmi ces dispositifs, nous avons à la fois des projections, des écrans synchronisés, des bornes de consultation, une carte dynamique, des tables tactiles, ainsi que des alcôves immersives. Et à vrai dire... Ah. Alors en attendant, hein, le but aussi de ces trois invités, c'était de vous proposer 3 visions différentes entre un musée consacré à l'archéologie, un château-musée plutôt, on dira, Renaissance, hein, si je suis bien plutôt du côté de Fontainebleau, et la Villa du Temps Retrouvé, donc, qui est nouvelle institution culturelle qui vient d'ouvrir également le 19 mai, et là plutôt consacrée vraiment au patrimoine littéraire, autour de Proust notamment, et ça je laisserai Romain Lambert vous en dire quelques mots. Et je vois que la technique revient, donc je vais de nouveau laisser la parole à Jean-Baptiste Jamin. Pardon pour ce contretemps. Donc vous voyez effectivement ici une vue du musée, ainsi donc que le plan. Donc je disais effectivement, parmi les 2800 m², nous avons donc 13 dispositifs de médiation numérique, de différents types. Et en réalité, je n'avais pas forcément réfléchi véritablement à cette répartition avant de préparer cette présentation. Et c'est vrai que du coup, ces dispositifs, on peut peut-être les regrouper sous différents types, indépendamment de leur format. On a d'abord des dispositifs qui cherchent à faciliter la compréhension du discours scientifique, parmi lesquels, bien évidemment, des dispositifs de cartographie qui vont être enrichis par le numérique, qui visent dans des endroits clés du parcours, à savoir le hall d'accueil et par la suite le début de la séquence 1, à donner des clés de compréhension du discours aux visiteurs. Parmi les autres dispositifs qui vont faciliter cette compréhension, il y a également, par exemple, une projection, donc vous voyez une image à gauche, qui a 2 objectifs, à savoir restituer d'une part une paroi de fresques antiques, dont un seul panneau a été conservé, et donc on immerge de cette façon le visiteur qui voit une salle complète avec une mosaïque conservée, ainsi que donc 3 panneaux qui vont être peints. Et le deuxième objectif est d'expliquer les techniques de la peinture à fresque, puisque la restitution des panneaux se fait progressivement. Un travail a été fait avec des chercheuses et des restauratrices spécialisées en peinture antique, et donc on restitue les techniques de fabrication de cette façon-là. Un autre dispositif un peu plus didactique est représenté sur l'image de droite, il s'agit de ce qu'on appelle une digitale, une table tactile, qui vise à contextualiser des œuvres qui sont dans l'environnement immédiat du dispositif et qui sont en réalité des fragments d'édifices funéraires de différents personnages dont on va raconter l'histoire à travers des petits scénarios. Et ainsi, il y a différents niveaux de lecture, et donc le numérique nous sert ici à effectivement rendre vivant nos collections. Un autre effet que obtient le numérique, que l'on obtient grâce au numérique dans le musée, ça va être l'effet, ce que certains appellent l'effet waouh du musée, puisque
le thème du festival cette année est le plaisir. Précédemment, le thème a été le rêve. Le musée a également une mission de délectation. Et c'est vrai que du coup, nous, à Narbovia, on va réussir à toucher nos visiteurs qui souvent sont émerveillés par cet élément principal du musée, qui est le mur lapidaire, et qui est valorisé à travers deux dispositifs, à la fois des bornes de consultation. Donc vous voyez une image sur la gauche avec la possibilité d'accéder à une bibliothèque de pierre où le visiteur va accéder à du contenu descriptif, à de l'iconographie, à une modélisation 3D qui permet là aussi l'appropriation. Et puis la vidéo que vous voyez au centre, qui est un des dispositifs phares du musée, qui consiste en un bras, donc ce mur lapidaire qui va être animé, puisque en réalité, un bras articulé, que l'on appelle transtalker, qui est généralement utilisé dans des entrepôts de logistique, a été intégré dans le mur lapidaire, et de fait, on va pouvoir valoriser une collection qui est relativement exceptionnelle, parce que c'est la deuxième collection d'Europe de blocs lapidaires, puisqu'on a près de 760 blocs qui sont présentés là dans le mur, mais qui est assez difficile à valoriser, puisque par nature, ce sont des cailloux, d'une certaine manière, qui auraient pu avoir leur place dans des réserves, et que l'on va valoriser à travers ce genre de dispositif. Et effectivement, nos visiteurs sont très attirés par ces deux dispositifs. On voit qu'effectivement, ils sont même enclins à s'installer dans les gradins qui sont face au mur, et à revenir régulièrement, même en 15 jours, là, ils reviennent régulièrement voir le mur bouger au fur et à mesure. Donc effectivement, le numérique là participe de cet effet waouh, mais il n'est pas néanmoins gratuit. Comme je l'ai expliqué, c'est une des solutions pour valoriser cette collection qui n'est pas évidente à valoriser autrement. Dernière chose auquel répond le numérique à Narbovia, c'est apporter une plus-value aux collections en collant l'actualité de recherche. Je vous ai montré rapidement sur le plan, et on a 4 alcôves immersives qui sont présentes dans le parcours. Vous voyez, ce sont les petites pastilles bleues. Et donc, ces alcôves en question sont des espaces immersifs, donc, dans lesquels on va apporter un niveau de discours complémentaire à celui porté par les œuvres, en donnant la parole et en valorisant les recherches archéologiques en cours. On a par exemple une alcôve qui valorise les découvertes menées dans le cadre d'un projet collectif de recherche sur les ports antiques. Et puis une autre alcôve sur la restitution du Capitole, pour laquelle nous avons travaillé avec 2 chercheurs du CNRS, et qui nous a permis du coup à la fois confronter leurs hypothèses de chercheurs et de rendre visible un édifice qui est complètement disparu, dont on ne conserve que les vestiges, et que l'on arrive à restituer à travers cette restitution, basée sur, d'une part, la photogrammétrie des vestiges conservés, et d'autre part, les comparaisons qui ont pu être faites par ces chercheurs. Je pense que j'avais juste une dernière chose à dire, mais peut-être qu'on y reviendra par la suite. Oui. En tous les cas, voici la façon dont on se sert du numérique à Narbovia. Et effectivement, c'est je suis moi-même donc chef de projet sur la conception de ces dispositifs numériques, mais je suis arrivé juste après que le cahier des charges était établi, donc j'ai eu une certaine liberté pour... je ne suis pas complètement partie prenante des choix qui ont été faits. En l'occurrence, je trouve qu'il y a un certain équilibre qui a été trouvé. Nous avons donc 13 dispositifs sur 2800 m², et chacun apporte une plus-value et n'est pas simplement un gadget numérique, puisque c'est, à mon sens, une des grandes questions par rapport au sujet de notre table ronde, la place du numérique au musée. Et il faut véritablement, selon moi, que cela apporte quelque chose en plus au discours. Effectivement, merci Jean-Baptiste. On comprend bien l'intérêt du numérique, notamment dans des collections lapidaires comme ça, qui permettent de reconstituer assez habilement et de recontextualiser pour le spectateur et pour le visiteur ce qui se passe, et de remettre en contexte, disons, les pièces présentées.
Alors, du coup, dans un autre domaine, plutôt proustien cette fois-ci, si je comprends bien, avec Romain Lambert à la Villa du Temps Retrouvé, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées au numérique? Comment vous l'avez utilisé, du coup, dans un musée assez particulier qui présente essentiellement des collections d'autres musées, en fait, des prêts et des expositions, si j'ai bien compris. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'on partage pas mal d'éléments clés entre Narbovia et la Villa du Temps Retrouvé. On retrouve un petit peu ces typologies, on va dire, de l'usage du numérique. Mais ce qui est assez intéressant, je pense, en termes de comparaison, c'est qu'effectivement, la Villa du Temps Retrouvé, dont je vais essayer d'ouvrir le PDF tout de suite, voilà, et donc un musée sans collection. Et je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt du numérique pour nous, c'est pas tant valoriser une collection existante qu'un lieu et donner la possibilité aux visiteurs de s'immerger dans une période plutôt que dans une collection. Alors excusez-moi, j'essaie juste de... Ouais, je veux bien que tu... C'est dommage d'avoir des problèmes techniques quand on parle de numérique, mais on va essayer de régler ça tout de suite. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, écoutez, le temps qu'on trouve la solution, je vous présente rapidement. Donc, la Villa du Temps Retrouvé s'installe dans une villa balnéaire de Cabourg, de son centre historique, qui est donc un centre qui a été créé dans les années 1860, mais qui connaît un véritable essor durant la Belle Époque. C'est donc cette époque que l'on met en avant au sein de la Villa du Temps Retrouvé. Et l'idée est d'accueillir, on va dire, en villégiature, de la même manière qu'on accueille les publics et les visiteurs depuis la création de la station, des œuvres qui restent le temps d'une saison ou, au contraire, vont rester quelques années suivant les partenariats qui sont créés. Et donc, le numérique a été pensé dès le début comme un élément de contenu en soi au sein des collections qui permettent de répondre aux œuvres et qui, finalement, créent la continuité d'une saison à l'autre, puisque les œuvres repartant, le numérique reste, et ça permet donc de créer une sorte d'homogénéité au sein des espaces d'exposition et de donner un contenu supplémentaire par rapport aux œuvres d'art. Donc on retrouve un petit peu ces grandes typologies qu'évoquait Jean-Baptiste. Donc là, vous voyez la façade de la villa du Temps Retrouvé, donc une villa relativement modeste dans ses dimensions. Et je vais vous montrer comment le numérique a aidé aussi à la médiation avant même que le lieu n'ouvre, puisqu'il s'agit d'un nouveau lieu. En premier lieu, le numérique a servi aussi sur le plan architectural à mieux comprendre le bâtiment qui appartenait à la ville, mais qui n'était pas forcément bien renseigné. Des plans avaient été perdus au fil du temps. Un nuage de points a permis de reprendre toute la partie architecturale et de mieux visualiser l'ampleur des travaux en devenir. Et à partir de ce nuage de points a été créée une réalité virtuelle qui, donc bien avant l'ouverture du lieu, dès 2018, a permis aux habitants et habitantes du territoire de se familiariser avec ce nouveau lieu, puisque Cabourg est une petite ville avec évidemment une vie d'administrés assez typique des villes de peu d'habitants. Et il a fallu aussi convaincre les habitants du territoire du bien fondé de ce nouveau lieu qui allait ouvrir et apporter une dimension culturelle à cette station qui était plutôt tournée vers le tourisme d'infrastructures balnéaires, la plage, les clubs pour les enfants, etc. Donc grâce à cette première approche, la réalité virtuelle a également aidé à faire des choix très, très raisonnés et raisonnables en termes de scénographie. Et je vais vous montrer maintenant comment est-ce que ça s'inclut dans le parcours. Là, vous voyez la première salle du parcours dit Belle Époque, donc ce parcours qui accueille les œuvres le temps d'une saison. Et ont été retrouvés des films, des archives Gaumont-Pathé qui permettent vraiment d'immerger les visiteurs avant même qu'ils n'arrivent dans les espaces d'exposition dans cette atmosphère Belle Époque, en leur montrant des films qui ont été captés sur la côte fleurie dans les années 1900-1910 et qui permet de créer une passerelle entre les usages actuels, ceux de ces estivants ou de ces habitants qui vivent le territoire en 2020 et de montrer que les pratiques étaient déjà les mêmes mais avec des modes de consommation, on va dire, différents il y a un siècle de ça. Et donc en créant cette proximité d'usage entre le Cabourg 1900 et le Cabourg 2020, on prépare les visiteurs à ce qui va être leur immersion dans la Belle Époque grâce aux contenus qui suivent.
Et donc, le numérique est inclus dans chaque espace, dans chaque salon qui recrée un petit peu une atmosphère Belle Époque de la villa, de manière ténue, mais en complément, on va dire, d'informations ou en complément d'expériences de visite, puisque la villa du temps retrouvé est vraiment pensée comme une expérience, un moment où on a une rencontre particulière avec des œuvres et avec une époque. Donc, la médiation peut être sur le plan ludique et poétique, comme vous voyez ici, des projections d'artistes un peu comme Loy Fuller à l'intérieur d'une cage à oiseaux qui permet de créer un petit peu de poésie dans ce jardin d'hiver, en tout cas cette salle d'exposition telle qu'on l'appelle. Ça permet aussi d'apporter des éléments différents, comme cette projection d'un film de 1907 sur une partition posée sur le piano qui est dans le salon dit de musique. Mais le numérique a également une dimension, là je vous montre un autre exemple que je ne commente pas pour gagner du temps, mais la médiation va aussi passer par le fait de redonner vie aux objets, puisque au milieu des œuvres d'art, vous avez la présentation de différents objets qui datent de la Belle Époque et dont on a un petit peu perdu l'usage depuis, comme ce projecteur Koch que vous voyez à droite de l'écran. Grâce on va dire, à un traficage numérique, on donne le sentiment que le projecteur est en train de diffuser lui-même le contenu qui s'affiche sur le mur, alors qu'évidemment, c'est un rétroprojecteur qui est installé de manière, on va dire, dissimulée dans le bar juste en dessous, mais ça permet de faire comprendre comment fonctionnait ce projecteur qui était extrêmement innovant dans les années 1900, puisque c'est un des premiers projecteurs qui permet de capter l'image et de la rediffuser avec le même appareil. C'est l'ancêtre du caméscope, et là on est vraiment au tout début du cinéma. Donc ça nous permet aussi de redonner cette dimension aux objets, ici un gramophone, sans les forcer à être manipulés mécaniquement ou à fonctionner, on va dire, et d'achever leur dégradation, puisque pour l'instant on a réussi à les préserver tels quels. Enfin, comme le disait Jean-Baptiste, le numérique, ça sert également aussi à la compréhension, et c'est ce qu'on a mis en place dans d'autres espaces de la villa du temps retrouvé, comme ici, un plan qui permet de faire comprendre l'histoire de Cabourg, donc un plan numérique qui défile et qui fait passer les années pour rappeler aussi que la station a une histoire que souvent ses propres habitants et les estivants qui viennent en villégiature ne connaissent pas ou connaissent peu, et le numérique est là aussi pour apporter une vision supplémentaire. Évidemment, ça s'articule avec une programmation culturelle et on va dire une transmission orale des connaissances, mais ça permet aussi aux visiteurs de se déplacer seuls dans les espaces de la villa et de prendre le temps, puisque c'est aussi toute une notion importante à la villa du temps retrouvé, de prendre le temps de découvrir seul ces contenus qui, mis bout à bout, représentent plus de 2 heures de diffusion. Mais je pense que pour la programmation culturelle, je vais peut-être laisser la parole à Karine qui pourra prendre le relais sur les questions justement de rapport au public et numérique. Effectivement, merci Romain. On va laisser la parole à Karine Robert, mais si on pourrait souligner peut-être une chose, c'est que là on voit le point commun, malgré les époques qui sont quand même très éloignées, c'est que le numérique, là on voit vraiment qu'il est au service d'une convocation de l'absence, hein, en quelque sorte, pour remettre dans ce contexte, finalement, que ce soit parce qu'une œuvre est lacunaire ou parce qu'il n'y a pas d'œuvre forcément dans les collections, mais pour vraiment remettre en contexte, et que ce soit dans le contexte antique ou de la Belle Époque. Et à Fontainebleau, alors, comment ça se passe, Karine ? Alors, à Fontainebleau, c'est un peu différent. Finalement, j'écoutais avec grand intérêt ce que disaient mes collègues. Parce qu'en fait, c'est quand même un château qui est très grand, riche en collections et en architecture, etc. Et assez curieusement, peut-être, ou je ne sais pas si c'est curieusement ou pas, mais en fait, on est peut-être un peu moins avancé dans les dispositifs numériques à ce jour, parce qu'en effet, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant, c'est que la transmission se fait aussi oralement, avec les visites guidées, mais aussi par le biais d'événements qu'on appelle chez nous d'histoire vivante, c'est-à-dire où, par exemple, des reconstitutions historiques, des choses comme ça, et ça permet vraiment de restituer. Donc, nous, c'est plutôt ce biais qu'on a choisi, ce biais de médiation qu'on
qu'on a choisi à Fontainebleau. Et pour ce qui est des outils numériques ou multimédia de manière générale, parce que j'ai envie d'élargir un peu si Ludovic me le permet, en fait, nous, on a le visio-guide en fait. On a un visio-guide que les gens peuvent prendre à l'entrée. C'est soit ça, soit une visite guidée. Bon, ça peut être les deux aussi. Mais en fait, le visio-guide permet d'avancer tout seul dans le circuit de visite uniquement, pour le coup. Alors que les visites guidées montrent également des parties du château qui sont fermées au public. Et le visio-guide présente l'avantage d'être traduit en 11 langues. En fait, en 10 langues, il est en français plus 10 langues, donc en 11 langues. Et du coup, ça permet vraiment à tout public, parce qu'à Fontainebleau, on accueille quand même un public assez varié, beaucoup d'étrangers. Et donc, c'est vraiment notre dispositif numérique le plus classique, mais celui qui marche le mieux, avec un taux de prise quand même de plus de 30%. Donc, c'est pas négligeable. Mais encore une fois, il ne remplace pas la médiation orale, à part pour les étrangers. Parce qu'on a peu de visites en langue étrangère. Et je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'avais essayé d'en mettre, finalement, ça marchait pas très bien. Les gens alors, les étrangers, curieusement, préfèrent prendre l'outil numérique. Les Français ont peut-être une préférence pour les visites guidées, surtout que, comme je vous disais, certaines présentent des parties du château qui sont fermées au public, comme le théâtre impérial, comme les petits appartements de Napoléon, etc. Et on a testé également, pour continuer sur le grand public, le tout public entre guillemets, on a testé également un dispositif dans le musée chinois. Vous savez, il y a un musée chinois à Fontainebleau de l'impératrice Eugénie qui rassemble des collections chinoises entre autres. Et on a testé un dispositif qui s'appelle Histopad. On avait envie de l'essayer un peu dans tout le château, puis finalement on s'en est tenu au musée chinois. À la différence de l'audio-guide, du visio-guide, pardon, il présente l'avantage de la restitution, un peu comme vous faites chez vous, c'est-à-dire de restituer certains objets, de les voir aussi en 3 dimensions. C'est pas simplement une vidéo avec un commentaire derrière. D'ailleurs, il n'y a pas de commentaire oral, ce sont que des écrits, mais ça permet, enfin si j'ai le droit de parler aussi d'un autre monument, ils le font aussi au château de Chambord, qui est quand même un château qui n'est pas meublé ou peu meublé, et du coup ça permet de restituer une réalité du XVIe siècle par exemple. Et nous on a fait la même chose dans le musée chinois. Et sinon pour ce qui concerne le numérique, nous c'est à peu près tout pour le tout public. En revanche après on raisonne en termes de public spécifique. Par exemple, on en a pour les scolaires aussi. On avait mis en place ce qu'on appelle un serious game. C'est un jeu pour enfants sur une tablette également. Donc ça, forcément, ça marche avec les enfants. Et d'ailleurs, le visio-guide a sa version enfant aussi. Voilà, sa version, on fait toujours nous, même sur les supports, les cartels, même quand il y a une expo, on fait un livret enfant, enfin on fait aussi beaucoup pour les enfants. Donc ça, il y a eu un serious game de créer pour les enfants. Et sinon, on raisonne également en termes de public, par exemple, pour le public handicapé, pour les publics handicapés moteurs, qui ne peuvent pas accéder à certaines salles du château, qui ne sont pas accessibles. Donc on compense avec un dispositif numérique. On a également une table tactile qui est peut-être vous êtes égal de savoir où elle est située, mais pardon. Bref, à l'entrée du château, on a une table tactile qui montre les salles qui ne sont pas accessibles au public en fauteuil, comme par exemple le musée Napoléon Ier, comme par exemple le théâtre impérial et puis la chapelle de la Trinité. On a plusieurs. En fait, on a tout le circuit de visite, tout en pensant que la plupart du circuit de visite est accessible au fauteuil roulant, mais pas certaines salles. Donc on a ce dispositif-là qui existe, et on en a aussi un pour les aveugles ou les aveugles ou malvoyants.
ça fait beaucoup d'appareils, mais tout le monde ne prend pas le même, vous vous en doutez. Un appareil qui s'appelle AudioSpot et qui se déclenche. Alors là, c'est de la médiation, mais pas que. Ça se déclenche aussi pour se diriger dans les cours et jardins et se diriger dans le château. Le dispositif se déclenche avec des bornes qu'on appelle, dont le nom m'échappe là provisoirement, mais bon, des beacons ou je sais pas quoi en anglais. Et du coup, on indique également au public malvoyant ou aveugle où est-ce qu'il se trouve, allez tout droit pour trouver l'entrée du château, là vous êtes dans le jardin anglais, etc. Donc voilà pour ce qui existe au château de Fontainebleau. Et c'est peut-être pas le moment, Ludovic, de parler de ça, de ce qu'on a mis en place là un peu plus récemment dans le cadre du confinement, si on peut. Tout à fait. Oui, il nous reste un petit quart d'heure, donc on va peut-être évoquer cette question. Ah oui, un peu donc plus, je suis un peu moins bavarde. Voilà, non, mais on peut évoquer une question un peu plus d'actualité, donc qu'on t'a évoqué, c'est sur cette place du numérique et finalement qui a peut-être un peu sauvé les propositions culturelles et le lien avec le public, avec le confinement et la période que l'on vient de connaître de crise sanitaire. Donc, en quoi finalement le numérique a-t-il pris une place, enfin, tous les dispositifs dont vous parlez, est-ce que voilà, comment vous en êtes servi pendant cette crise sanitaire et qu'est-ce qu'on pourrait garder? Est-ce que ça a apporté des changements aussi dans votre façon d'aborder ces dispositifs, de communiquer avec le public? Est-ce que ces changements, finalement, il y aurait des choses à garder, des nouvelles pratiques qui ont émergé et qu'on pourrait garder finalement dans un fonctionnement normal qu'on espère très proche? Peut-être Jean-Baptiste ou Karine, si tu veux poursuivre. Vas-y, Jean-Baptiste, alors. Alors nous, du coup, on n'était pas ouverts. On a vraiment ouvert au moment de la réouverture des lieux culturels. Nous, on a fait la première ouverture aux visiteurs à ce moment-là. Donc du coup, la relation au public pendant la crise sanitaire ne nous concernait pas directement. Néanmoins, du coup, à défaut justement de pouvoir accueillir des visiteurs, et en parallèle de finalisation de la conception des dispositifs numériques, j'ai participé à plusieurs événements qui avaient ce sujet comme thème, dont notamment une table ronde organisée par un Museum Connexion sur justement les visites virtuelles. Et c'était assez intéressant d'avoir justement les retours d'expérience de différentes institutions et de différentes tailles. Et en réalité, ce que j'en retiens, et ça va dans la continuité de ce que disait Karine et de ce que l'on avait dit précédemment, c'est que voilà, le numérique est vraiment un des outils à notre disposition, mais qu'il n'est pas la panacée, et que précisément, concernant les visites virtuelles, ce qui a résulté de la table ronde avec les différents intervenants, c'était que justement, la visite virtuelle ne se suffisait pas elle-même, et que pour qu'elle soit jugée satisfaisante par les visiteurs, il fallait qu'il y ait un accompagnement de médiation humaine. Et effectivement, la numérisation des salles, Karine parlait d'espaces qui sont ou non accessibles, ou accessibles qu'à une certaine partie des visiteurs. Malgré tout, si on veut que les visiteurs puissent profiter de ces lieux pleinement, leur donner accès à une restitution 3D n'est pas complètement satisfaisante. Et la plus-value qui est apportée, c'est lorsque un médiateur fait en direct la présentation de ces espaces. Et je vais laisser la parole à mes collègues, mais effectivement, pour moi, il faut vraiment garder à l'esprit, et c'est assez paradoxal au vu de ma situation, au musée, et qui est peut-être même plus pointue, plus spécialisée sur le numérique que mes collègues. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que le numérique n'est qu'un des outils à disposition, et qu'il n'est pas forcément le meilleur outil en question. Sur la dernière slide de mon PowerPoint tout à l'heure, vous avez peut-être aperçu, d'une part, une capture d'écran d'un tweet qui a été fait hier soir, où, encore une fois, un article de presse disait « Ah ben voilà, maintenant qu'on est sorti du Covid, peut-être que les musées vont finir de se réinventer et pérenniser des outils numériques qu'ils ont mis en place pendant le confinement. » En réalité, je vous renvoie là à toutes les publications de Homer Pesquer. Le numérique, ça fait depuis les années 80 qu'on l'utilise dans les musées, d'une part, et d'autre part, du coup, sur le PowerPoint, il y avait également des photos de mes collègues médiateurs dans les salles, dont la présence est indispensable
en complément de tout ce qu'on peut proposer. Tout est complémentaire, toutes les offres de médiation sont complémentaires. Et puis, effectivement, il y avait une vue d'une restitution, parce que des outils aussi simples qu'une sérigraphie pour compléter une œuvre peuvent être d'autant plus opérationnels qu'une modélisation 3D ou d'autres outils numériques. Et des outils aussi simples que ça peuvent être beaucoup plus efficaces parfois. Pardon si j'ai parlé un peu beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Romain, votre vision. Je ne peux qu'abonder par rapport à ce que Jean-Baptiste vient de présenter. À la Villa du Temps Retrouvé, il n'y a pas eu de dispositif particulier mis en place tout le temps justement du confinement, puisque les contenus étaient encore en train de se créer. Du fait même que nous n'avons pas de collection, l'ouverture de la Villa n'était pas mise en péril, mais nous attendions les feux verts de beaucoup d'institutions pour pouvoir recevoir nos œuvres. Donc nous avons au contraire choisi de continuer à communiquer sur le fait que la villa allait bientôt ouvrir, mais en ne montrant rien. Et la seule partie, on va dire, qui restait accessible était cette visite virtuelle qui permettait encore aux visiteurs qui ne l'avaient pas essayé, on va dire, pour le coup, plutôt de se familiariser avec cet outil extrêmement innovant qu'est la réalité virtuelle, mais qui n'était pas en soi, on va dire, un palliatif à la non-ouverture de la villa. Donc je pense que les retours d'expérience de Karine et Jean-Baptiste sont là-dessus plus parlants. Mais nous, du coup, là, à Fontainebleau, on s'est quand même beaucoup interrogé dès le premier confinement, en fait, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bon, puis là, ça me concerne au premier chef, parce que je me suis dit, comment je vais occuper les guides pendant le château est fermé, donc comment je vais occuper les guides? Donc, il y a la création de visites guidées, mais enfin, au bout d'un moment... on en a déjà créé beaucoup, tout ça. Et c'est vrai qu'on a commencé à faire des visites virtuelles. En fait, des visites. Alors, en fait, c'est même pas nous qui avons commencé. On a une jeune conservatrice, Oriane, qui avait fait quelques visites ou quelques présentations qui ont été mises en ligne sur le site internet. Et nous, on s'est dit, il faut aussi qu'on fasse des visites guidées comme ça, filmées. Numérique, enfin on appelle ça comme on veut, et qu'on les diffuse, et donc on en a en fait, nous, la démarche était un peu différente, parce que l'idée, c'était de remplacer les visites guidées, et donc, en fait, elles étaient payantes. On a fait des visites guidées en direct, c'est-à-dire c'était pas des petits films qu'on diffusait sur le site internet, c'est-à-dire qu'on a monté tout un système, mais comme ça, c'est fait dans plein de musées et monuments, en fait, hein, on n'est pas les seuls. Et on les a mises en vente en ligne, comme on aurait mis en vente les visites guidées en présentiel. Ça n'a pas rencontré un franc succès. Donc, je vous le dis tout de suite. Donc, je pense qu'en fait, les gens vont être quand même contents de revenir. Alors, est-ce que c'est un défaut de communication? Parce que dans certains musées, ça a fonctionné, en fait. Hein. Donc, est-ce que chez nous, c'est peut-être un défaut de communication? Je ne sais pas ce que c'est, ou peut-être pas, ou peut-être juste ça n'intéressait pas les gens plus que ça. Mais on a essayé. Le résultat était vraiment assez bon, surtout pour les visites. Par exemple, le théâtre impérial, etc. On était avec le guide dans le théâtre impérial et il y avait possibilité de poser des questions. Je sais qu'ils l'ont fait à la Cité de l'Architecture également, et eux, ça a plutôt mieux marché. Voilà, donc on a mis en place un peu ce système-là, et on s'est dit, pour le coup, on ne savait pas s'il y aurait un festival de l'histoire de l'art ou pas cette année. Donc on a trouvé une solution aussi, comme j'ai pas voulu faire des visites guidées de l'intérieur du château, ne sachant pas quels seraient les protocoles sanitaires. Je me suis dit, on va faire des petits films de 15 minutes chacun, de la salle de bal, la galerie François Ier, le théâtre impérial, les petits appartements, enfin il y en a 8 ou 9 comme ça, et on les diffuse sur des télés en extérieur, dans la cour des offices là-bas. Et je me dis, ça restera. C'est-à-dire, oui, bien sûr, on le fait pour le Festival de l'Histoire de l'Art. Le guide est à côté de la télé, et comme on a gardé un temps d'échange, donc on a le petit film, l'échange avec le guide, et après on passe à un autre film, etc. Donc ce sont des films, mais le guide est quand même à côté. Mais je me dis, les films, on les aura, et on peut toujours aussi les diffuser. Je ne sais pas ce qu'on en fera après, mais on peut toujours soit les diffuser sur le site internet, soit pourquoi pas dans une salle où les gens pourraient s'asseoir et voir des présentations un peu poussées. Enfin, 15 minutes, ça paraît court, mais ça permet quand même de dire des choses sur différentes salles du château. Voilà.
Très bien, Pardon, je merci suis beaucoup. bavarde. Merci à vous trois. Alors, on va peut-être conclure en quelques mots, essayer de finir sur une note positive. En tout cas, de ce que je retiens de vos interventions, c'est surtout de se dire que finalement, le numérique, c'est plus un moyen qu'une fin. Et on l'a vu très bien, notamment avec ces confinements où beaucoup de mesures ont réussi quand même à s'adapter assez rapidement, avec des moyens qu'on maîtrisait pas forcément toujours. Mais on se rend compte que finalement, les gens et nous tous, peut-être ici, on a vraiment envie de retourner au contact des œuvres. Et ça, c'est une chose qui ne remplacera jamais finalement le contact. Et c'est valable aussi pour le spectacle vivant. On le voit très bien avec des captations qui ont été superbes pendant les confinements, mais que ce soit les artistes ou le public, on a envie de voir ça en direct et d'être en contact. Et ça pose aussi la question de la pérennité de tous ces dispositifs-là qui me semble assez essentiel et qui ressort de vos discours, notamment dans un moment où finalement on voit que ça a été peut-être des domaines qui ont été plus investis au départ par des entreprises privées. Je pense notamment au GAFA et à Google, qui a été peut-être un peu pionnier là-dessus sur les sujets comme Google Earth Project. Et on voit que c'est un sujet d'actualité qui est en train d'être dont se saisit notamment la Bibliothèque nationale de France, qui lance un grand projet là, notamment avec Europeana pour numériser aussi et les expositions. Et ça pose toutes ces questions de la pérennité des archives, etc. Donc qui sont peut-être des débats qu'on pourra avoir certainement dans les années à venir. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir pu vous présenter cette table ronde sur le sujet du numérique. S'il y a quelques questions dans la salle, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à venir voir nos intervenants à la fin de la table ronde. Donc je vous remercie pour votre intervention. Merci au Château de Fontainebleau et au Festival d'Histoire de l'Art pour l'organisation de ces conférences en présentiel, comme on dit. Et puis je souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci.